Bienvenue tout le monde à ce Café Rencontre de Québec Aroma du 23 juin. Aujourd'hui, on a avec nous, et j'en suis très content, Véronique Tanguay. Bonjour Véronique. Bonjour, bonjour tout le monde. Tu es bien installée dehors avec les oiseaux dans ton Oui, jardin. Véronique, tout a commencé avec toi. Je te le disais tout à l'heure avant qu'on commence. Je pense que c'est le 18, je n'ai pas la date, le 8 mai. On s'était prévu une rencontre et je t'avais demandé d'aborder le sujet des huiles essentielles avec les enfants. À cette époque-là, je n'enregistrais pas parce que c'était, pour moi, je n'étais pas à l'aise d'être devant la caméra, premièrement. Et puis, pour moi, c'était un moment unique, on est là, et puis tu nous partageais tes connaissances. Et puis, ça a été un super succès. Je t'ai trouvé super bonne. Puis, ça m'a donné l'idée. Les gens ont super aimé aussi, là. Et puis, le soir même, j'ai eu l'idée je me suis dit, on pourrait faire d'autres cafés rencontres comme ça. Et puis, c'est quelque chose que je faisais avant, mais je n'avais pas d'invité et je n'avais pas de personnes qui se présentaient non plus à mes cafés. Parce que, alors, j'étais tout seul ou on avait une ou deux personnes parfois. Donc, après notre rencontre, donc, j'ai eu l'idée d'inviter les autres. Et puis, au fil des rencontres, j'ai commencé à enregistrer. Et là, maintenant, les gens peuvent les revoir plus tard parce que l'heure n'est pas toujours bonne pour tout le monde. Bref, je trouvais ça dommage qu'on n'ait pas pu. Si je pouvais reprendre tous ceux du début, toutes les rencontres, je les reprendrais aussi. Mais ça sera pour plus tard. Mais c'est important pour moi de refaire une rencontre avec toi parce que cette rencontre-là, tu avais partagé beaucoup de tes connaissances, tu avais parlé beaucoup pour l'aromathérapie, les enfants, mais on n'avait pas appris à te connaître vraiment autant qu'on le fait dans les autres rencontres. Donc, aujourd'hui, pour les gens qui ne te connaissent pas, je te présente, tu es herboriste, naturopathe, aromathérapeute, enseignante dans différentes écoles, différents sujets aussi. Euh, Accompagnatrice à la naissance, mais tu me dis que tu ne le fais plus, mais ça fait quand même partie de ton parcours, si on peut en parler tout à l'heure. Et de plus en plus, tu t'amuses aussi parce que c'est amusant, mais c'est parce que c'est une passion à faire aussi la distillation, des explorations. Tu es quelqu'un qui semble aimer beaucoup les plantes. Donc, bienvenue. Mhm. Comment, Merci. comment ça a commencé, cet amour-là pour les plantes au départ? Ben, je pense que je l'ai toujours eu, hein. J'ai toujours eu cette passion pour les plantes. Dès l'âge de 15 ans, j'avais ma carte d'affaires qui s'appelait Des fleurs pour la vie. J'avais ma compagnie où je faisais de la production de fleurs séchées. Je faisais des arrangements, puis je vendais ça pour ceux qui voulaient faire des arrangements ou pour les restaurants. Donc, j'étais chez ma mère, j'avais des tourbées, puis je faisais de la production, puis j'avais le grenier à moi pour faire sécher mes choses. J'avais un espace dans le garage pour faire les préparations. Fait que je dois pas mal toujours avoir eu ça dans le sang. Est-ce qu'il y Donc, de avait un faire aspect thérapeutique à ça ou c'était vraiment comme des pas du bouquets tout. ou des. Non, c'était. Vraiment des T'aimais bouquets, là. mais les Ouais, plantes, pas, t'aimais les plantes, hein? ouais, j'avais à ce moment-là aucune connaissance sur les qualités thérapeutiques des plantes que je faisais pousser. Puis maintenant, je retrouve des plantes que je faisais pousser au départ pour les bouquets fleuris qui ont des propriétés extraordinaires. Donc, ça a commencé comme ça, puis ça a toujours été en moi. C'est pour ça que mes études se sont déroulées dans le même sens. Donc, au départ, je suis partie au cégep pour aller en psychologie, donc en sciences humaines. Puis après un an, j'ai décidé que les plantes étaient plus fortes. Donc, j'ai viré de bord pour aller dans une technique en production horticole. Puis, j'avais toujours dans l'idée de faire de la production de fleurs séchées qui était assez populaire dans ce temps-là. Puis, en cours de route, finalement, je me suis inscrite en dernière année, je me suis inscrite à l'herbothèque. Donc, en même temps que j'étais en technique, j'étudiais aussi à l'herbothèque. Puis c'est là que le monde des plantes médicinales se sont ouverts à moi. Puis j'ai eu les premières formations avec Annie Schneider, qui est herboriste, auteur à ce moment-là. Que je manquais mes cours de technique officiels pour aller faire les formations continues à la même école avec Annie Schneider sur l'identification, la transformation des plantes médicinales. Fait que tout est parti de là. Donc, l'herbothèque, ça existe depuis quand même un petit bout de temps.
Oui, parce que l'herbothèque, avant qu'elle soit à l'entier propriétaire avec Natacha Imbeau, Natacha était à Saint-Hilaire. Puis avant ça, c'était Danielle Laberge qui est l'initiatrice de cette école, une très, très grande herboriste. Puis les jardins étaient à Amenord. Puis c'était des jardins, c'était extraordinaire à aller là. Les plantes, c'était de la biodynamie. Les plantes étaient tellement belles, tellement grosses. Donc, il y avait des week-ends de formation dans le cadre du cours de l'herbothèque. On avait des week-ends là-bas sur place aussi pour parfaire les connaissances. Donc, tu étais toujours en personne, là, s'il n'y avait pas de... C'était Non, pas en c'était ligne. à distance. À distance, mais par la poste ou il y avait Internet? Je ne veux pas te Non, le non, c'était vraiment, c'était à distance avec les cahiers, comme c'est toujours aujourd'hui avec l'herbothèque, Oui. mais il y avait des compléments de formation où est-ce qu'on se déplaçait dans les jardins à Amenord pour voir les plantes, faire les transformations, puis vraiment vivre l'herboristerie. Donc, moi, j'ai été herboriste avant les autres choses. OK. Tu habitais dans quelle région dans ce temps-là? J'ai toujours été dans le coin ici. Moi, je suis à Granby. À ce moment-là, j'étais toujours chez ma mère, à l'Ange-Gardien. Puis, j'ai resté à Bromont aussi, près de chez Michael, pendant plusieurs années OK. quand je travaillais chez Michael. Donc, est-ce que c'est lui qui t'a initié aux plantes aromatiques, aux huiles essentielles? Tout à fait, tout à fait. J'avais pas du tout ces connaissances-là. Donc, ça va faire 19 ans en septembre que j'ai rencontré Michael. Donc, dans mon jardin de vie que j'avais déjà créé. Donc, et c'est lui qui m'a totalement initiée quand j'ai été employée chez lui. Donc, Michael, je l'ai rencontré dans mon jardin. Suite à ma technique, on avait un projet de fin d'année qu'il fallait faire un projet. Puis moi, mon projet, je l'ai fait pour de vrai. Donc, j'ai parti un jardin de 100 000 pieds carrés avec des buttes, des grandes buttes de plantes médicinales, de fines herbes, de légumes de fine cuisine. Puis je me suis occupée tout cet été-là de ce jardin que j'ai appelé le jardin de vie. Que Ça fait Michael est bizarre venu d'entendre, ça fait bizarre initier. d'entendre dire j'ai rencontré Michael dans mon jardin. Oui, c'est vrai. Un grand jardin, puis il y avait Michael qui Ben, était là. Michael, il est comme ça, il surgit de nulle part. Bon, en plus, le jardin était fermé. Il était pour ouvrir juste l'automne parce qu'il était associé avec un verger qui ouvrait juste l'automne. Puis il y avait le grand ami Michael, Robert, qui était retombé comme ça pour voir mon jardin. Puis finalement, il a amené Michael, viens connaître Véronique, viens visiter le jardin. Donc, c'était ce grand espace-là où est-ce que je jardinais, puis je faisais la production, puis le séchage, les préparations, les teintures. Puis c'est là où j'ai rencontré Michael. Puis je me suis retrouvée en septembre suivant à aller devoir acheter des bouteilles chez lui pour faire mes teintures. Puis j'allais porter des CV ailleurs parce que c'est la première année que je ne retournais pas à l'école. Donc, il m'a dit laisse tous tes CV ici, là. Reviens lundi. Fait que ça a commencé comme ça. J'ai jamais été donné mon nom ailleurs. J'ai mis les deux pieds chez Michael en 2001. Puis voilà, donc j'ai commencé à être immergée dans le domaine des odeurs. Donc moi, j'avais le volet sur les plantes médicinales, puis Michael m'a totalement initiée aux plantes aromatiques. Là. Donc, à l'époque, est-ce qu'il y avait une école? Est-ce qu'il enseignait ou c'est du mentorat de proximité parce que tu le côtoyais? Et comment ça s'est passé, comme ta formation, dans le fond, en aromathérapie? Bien, c'est le quotidien, c'est l'immersion complète dans le domaine aromatique. Donc, chez Michael, pour ceux qui sont déjà venus, avant que Zayat Aroma soit créé par son fils, tout se passait dans sa maison. Donc, il vivait en haut, puis en bas, les gens rentraient, puis c'était la boutique. Puis c'était là où on faisait l'embouteillage, la formulation, les commandes, tout était là. Donc, tu rentres au quotidien, il y avait déjà, il y avait déjà un roulement, il y avait déjà des gens qui travaillaient là. Donc, j'ai été initiée. Puis finalement, je suis restée durant toutes ces années. Puis j'ai pris un peu le lead de l'entreprise durant ces années-là. Puis j'avais toujours avec moi une autre personne qui m'accompagnait pour m'aider. Donc, on était généralement deux. Puis des fois avec des stagiaires, des gens qui aidaient, qui étaient de passage, soit pour jardiner, soit pour apprendre, puis nous donner un coup de main. Donc, j'ai eu durant 15 années, 3 magnifiques femmes qui ont été 5 ans chacune à accompagner le quotidien chez Michael. Donc, le quotidien, c'était les gens qui venaient chercher les huiles, c'était la formulation. Donc, une fois que Michael a créé la recette, souvent, je la reproduisais.
C'était faire les commandes, faire l'embouteillage, répondre aux questions des clients, puis je m'occupais du jardin en même temps, la facturation. On était généralement 2 pour s'occuper de l'entreprise. T'as appris autant l'aromathérapie que les affaires Tout! dans tout ça. Wow. C'est ça. Donc, c'est vraiment, c'est Au fil autant les des ans, services conseils. est-ce qu'au fil des ans, tu as aussi fait des formulations pour Zayat Aroma ou Oui, j'ai fait beaucoup de formulations, beaucoup des formules dans les synergies thérapeutiques, c'est celle que j'ai fait. Parce que j'ai écrit dans le magazine Vivre depuis 2004, j'ai fait des santé, des chroniques beauté santé, puis on a toujours des chroniques, moi puis Mickaël, puis on a fait un salon, une exposition ensemble à l'Expo Manger Santé, puis je voulais avoir des formules qui reflétaient qu'est-ce que j'écrivais dans le magazine. Donc, ça m'a amené pour ce salon-là à créer le lâcher-prise, la formule allergie, vergeture, cellulite, les gels belle peau, beauté divine. Donc, beaucoup de la formule circulation. Donc, beaucoup de formules qui sont toujours présentes, qui sont restées parce que finalement, plusieurs sont devenus des incontournables à la boutique. pour avoir parlé plusieurs fois avec toi, échangé, et aussi t'avoir comme cliente chez Québec Aroma, j'ai appris à te connaître. J'ai rapidement compris que tu lisais beaucoup et que tu voulais rien manquer, que tu étais à l'affût des nouveaux livres, des nouvelles recherches, des nouvelles études. Tu te tiens vraiment à jour dans tout ce qui se fait. Ça a toujours été comme ça. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ça vient par période aussi. Hein. Tu sais, quand je monte un cours en naturothérapie, là, je plonge dans le domaine de la naturo, je me remets à jour le microbiote, les bactéries, le corps, puis tout ça. Quand il faut que je monte un cours en phytothérapie, bien là, je me mets en phyto. Puis là, ben, je suis dans une passe aroma parce que je l'ai été il y a plusieurs années en écrivant les cours pour l'herbothèque. J'ai été immergée là-dedans ça a pris quand même plusieurs années à écrire ces cours-là. Puis là, ben, j'ai vraiment, je suis dans une période aromatique où est-ce que j'adore découvrir des nouvelles essences. Donc, quand tu as présenté les essences d'Astéral, je me suis dit, my God, des essences que je connais pas. Il faut que je les fasse venir, puis il n'y a rien d'écrit, il faut que je les découvre, il faut que j'ai sente. Puis ensuite, quand j'ai vu l'entrevue avec Simon, le propriétaire, puis que là, il me parlait des essences connues, la cannelle de Ceylan écorce, mais là, qui était différente. Je disais, ben là, il faut que je les fasse venir aussi. Il faut que je les sente, il faut que je les compare. Oui, puis je suis toujours à la recherche des livres. J'ai quand même une belle bibliothèque pour ceux qui sont déjà venus chez Mickaël, dans notre salle de cours, qui a toujours été dans son sol en bas. C'est des livres partout, partout. J'ai toujours eu accès à ces bouquins-là pour étudier, chercher de l'information. Donc, oui, tantôt, mon chum, il dit, sur la table, il dit « Un nouveau livre? » Je dis « Oui, un nouveau livre. » Il a l'air intéressant. Oui, parce que je sais plus où les mettre dans la bibliothèque, ils ne rentrent plus, là. Tu as vraiment évolué dans un bel environnement aromatique, de plantes, d'huiles essentielles, d'esprit d'équipe aussi, j'imagine, avec ces gens-là. C'est particulier. J'aimerais juste qu'on revienne sur les formations que tu donnes. Pour les gens qui ne savent pas, l'Herbotech, c'est une formation en ligne où on reçoit les documents et on a accès à toi comme tuteur. Tutrice, oui, tout à fait, oui. Oui, pardon. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, c'est l'école où je fais ma formation qui tarde à se terminer. Mais c'est super bien fait et c'est toi qui as tout monté ce programme-là. Donc, une fois que tout ça s'est monté, les gens s'inscrivent, ils communiquent avec toi au fil de leur apprentissage. Sinon, la grosse partie pour toi, c'est la correction, j'imagine. Après, ils envoient leurs devoirs. Oui, c'est ça. À chaque semaine, je reçois les cahiers d'exercice des étudiants. Donc, je dois avoir de la place dans mon horaire pour faire le tutorat, répondre aux questions, puis corriger les cahiers d'exercice. Puis, je comprends que le niveau 3 où tu es, Gilbert, est long, il est corsé. Puis, le cahier d'exercice est assez important aussi à remplir. Donc, c'est beaucoup d'heures de correction. Donc, ça s'est fait tranquillement. C'était une demande de Natacha que je connais depuis très longtemps, qui est la propriétaire de l'Herbotech.
Donc, qu'on se connaissait via le milieu de l'herboristerie, de dire « Ah, ça me prend un cours d'aroma ». Puis moi, c'était difficile pour moi de prendre le temps d'écrire un cours, mais j'ai finalement réussi par-ci, par-là à écrire le cours. Ça a commencé par l'enregistrement de nos propres cours pour que ça soit vraiment, pour pas avoir l'impression de lire un livre, pour avoir l'impression de lire, d'être présent à un cours. C'est ça l'objectif d'un cahier de cours par correspondance. Ce n'est pas un livre. C'est comme si c'est moi qui parle, c'est comme si c'est Mickaël qui parle. Puis probablement qu'en nous réentendant parler, moi et Mickaël, tu reconnais peut-être, ou certaines personnes qui sont inscrites au cours aussi, ce que j'ai écrit. Donc, il faut que ce soit comme ça. Donc, le premier niveau est plus familial et plus général, l'utilisation simple, sécuritaire des huiles essentielles, mais avec la vision de Mickaël qui m'a transmise, où est-ce l'utilisation dans la simplicité, juste connaître les modes d'utilisation sécuritaire, qu'est-ce qui chauffe pas, qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui ne l'est pas, avec un survol au niveau des molécules, mais tu sais, juste pour être au courant, ça ne fait pas peur aux gens. Tu sais, les gens, après ça, c'est abordable pour tout le monde d'apprendre l'aromathérapie en passant par cette vision-là. Puis par la suite, pour les gens qui veulent dire « Ah, moi, ça m'intéresse vraiment, vraiment », bien là, on rentre plus dans les systèmes corporels, les systèmes pulmonaires, tégumentaires, avec les pathologies, avec les huiles essentielles qui y sont reliées, pourquoi, des recettes de différents auteurs. C'est vraiment au niveau 3 qu'on se dit « Là, tu es vraiment, vraiment, vraiment passionné ». Bien là, on plonge dans la biochimie aromatique. Puis c'est quelque chose que moi-même, j'ai dû apprendre parce que en étant initiée avec Mickaël, ça a pris plusieurs années même avant que je dise « OK, je veux vraiment, moi aussi, connaître la composition, la biochimie. » Puis là, j'aime ça parce que quand je sens une huile que je ne connais pas, comme les huiles acérales, ou j'ai distillé dimanche finalement ma myrrhe odorante que je rêvais de distiller depuis tellement longtemps. Puis je suis capable au nez d'identifier là, les différentes molécules. Là. Donc, je disais, OK, c'est pas juste l'anétol qui s'appelle maintenant le transparent anol méthyléther. Ah non, il y a aussi du chavicol méthyléther. Juste par le nez, plus on en sent, plus on arrive à détecter les molécules. C'est la même chose en herboristerie. Plus on goûte les plantes, plus on goûte les principes amers. OK, il y a des principes amers, donc ça agit sur la digestion, ça agit sur la salive, la production de bile, le transit intestinal. Les principes amers ont une action généralement sur le système nerveux aussi. Ou, ah, tiens, c'est astringent. Ah, c'est astringent. Donc, ça resserre les tissus. Donc, quand il y a trop de mucosité, trop de liquide corporel. Donc, plus on goûte, plus on essaie, plus on se plonge dans le domaine, plus ça devient facile d'analyser, puis même de comprendre juste par l'odeur. Juste par l'odeur. Ça m'amène à te poser la question de Philippe parce que je connais une partie de la réponse. Quelle est ton approche d'une huile essentielle que tu ne connais pas? Par exemple, tu as commandé les huiles essentielles d'Astéral qui n'étaient pas disponibles ici avant que je les amène et puis tu m'en avais parlé un peu. Donc, quelle est ton approche quand tu as une nouvelle huile essentielle que tu veux découvrir, tu veux connaître? Oui, je fais ça le soir avant d'aller me coucher. Je m'installe dans mon lit quand je suis un cerveau un petit peu fatigué pour pas trop, pour être aussi dans le ressenti. Puis, je la sens tout simplement, puis je note tout ce que ça me fait penser. Ah, ça me fait penser à la verge d'or. Ah, ce que je reconnais, c'est des sesquiterpènes. Puis là, ça me fait penser au romarin verbenone. Ben oui, c'est vrai, OK, il y a de la verbenone dans cette essence-là. OK, donc ça fait ça. Donc, c'est comme ça que je chemine et je note. Puis j'ai commencé à faire ça avec ma fille qui va avoir 10 ans. Là, elle est dans un monde, là. Là, maman, on sent une huile? Maman, s'il te plaît, ce soir. Puis je dis, non, je suis trop fatiguée, s'il te plaît, on sent une huile? Je dis, prends une que je connais, là, l'ouvre mes coffres d'huile essentielle, puis la Nampéjune, puis c'est celle-là. Tu sais, puis elle les découvre avec moi, puis là, je note maintenant ses commentaires, puis elle est bonne! J'en reviens pas. Tu sais, donc, c'est comme ça que je découvre les nouvelles, tu sais, en étant un mélange aussi dans le ressenti. Qu'est-ce que ça me fait? Puis, je peux pas m'empêcher d'être aussi dans l'analyse dans ma tête olfactive. Oui, c'est ça. Puis ça me fait penser, oui, à telle plante. Est-ce que tu as un truc pour quelqu'un qui commence et qui veut développer ce nez-là pour reconnaître les molécules? Faut-tu prendre une huile camphrée, puis là, on reconnaît le camphre, ou ça peut être plus subtil? Puis c'est quoi le chemin pour en arriver à bien maîtriser ça?
Il comme faut en tu le fais. sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'étais chez Michael, puis moi, c'est un réflexe. J'ouvre un gallon, on fait un mélange, je sens. C'est vraiment un réflexe, je sens. C'est comme une habitude pour être sûr que c'est la bonne huile, puis je me suis pas trompée, tu sais. Donc, j'ai tellement, tellement senti tout le temps, en faisant les mélanges, tout le temps, que ça vient que ça se développe. Puis quand on fait des formules, qu'on différencie dans la formule telle ou telle huile essentielle qui pourrait être présente. Donc, il faut en sentir beaucoup, mais le mieux, c'est de commencer avec une seule à la fois. Ça ne donne rien d'acheter 40 huiles en même temps. Vous risquez de ne pas nécessairement les utiliser parce que vous ne les connaissez pas encore tout à fait. Puis Mais là, en même temps, ben, si on veut reconnaître une molécule, il faut qu'elle soit très présente dans une huile. Mettons, tu fais un exercice. des fois, non. Des fois, pas nécessairement. Des fois, je suis surprise de reconnaître une molécule qui est même pas si présente que ça. Mais Il c'est vraiment à faut que tu force l'aies d'en identifié sentir. une première fois au préalable, c'est ça? Oui. Ah, c'est sûr, Donc, c'est comment on sûr. fait Donc, pour, au jour 1, la première expérience, on prend une huile, on identifie une molécule qu'on pourra éventuellement après reconnaître dans d'autres huiles. On commence ben, la avec molécule, laquelle? c'est juste l'odeur. On n'est pas obligé d'aller dans le nom de la molécule puis la décortiquer. Tu sais. Ça peut juste être la note particulière sucrée de telle essence. Puis les gens mettent les mots avec leurs souvenirs puis leurs ressentis. Pour la verge d'or, il y en a que ça va être la note des foins quand ils font les foins parce que c'est ça qu'ils ont comme souvenir. Puis, ils vont associer cette molécule-là, qui n'ont pas nécessairement le nom, avec un mot. Puis quand ils reconnaissent ensuite, des fois, cette odeur de foin-là, vont faire des liens. Puis après, s'ils veulent identifier la molécule, ben si on le goût, ben c'est eux qui vont le faire, là. On reconnaît facilement les gens qui sont de l'école de Véronique et Michael par la façon dont ils appellent nos précieuses huiles. Peux-tu nous parler de comment Michael identifie le mot qu'il utilise au lieu d'huile essentielle? Oui, oui, tout à fait. Donc, ça vient de Michael, là. C'est pas de moi. C'est que oui, huile essentielle, c'est un très beau terme, mais comme Michael me l'a enseigné, puis comme Jean Valnet aussi, dans ses livres Aromathérapie, l'enseigne, on utilise le mot essence aromatique autant que huile essentielle, parce que c'est un terme qui a été défini pour lesquels tout le monde s'est entendu pour définir le produit, généralement extrait par une distillation à vapeur d'eau. Mais ça confond les gens parce que les gens pensent huile essentielle quand ils débutent une formation que c'est huileux et que c'est gras. Dans le fond, on a une texture à l'huile. Des fois, on a une texture plus fluide, une texture plus épaisse, mais ce n'est pas huileux. Mhm. Puis essentiel, l'huile essentielle, bon, pour nous, ici, on s'entend que c'est devenu essentiel dans notre vie. Mais pour la majorité des gens, c'est pas essentiel comme des acides gras essentiels qu'on doit consommer pour vivre. Donc, le terme pour nous, essence aromatique, bien, l'essence, c'est ça, c'est une molécule aromatique volatile qui est aromatique. Donc, il n'y a rien de mieux pour définir ce produit-là, qui est une essence aromatique. Donc, de ne pas garder ce terme exclusivement pour les extractions par expression, donc pour les agrumes, mais pour pouvoir l'utiliser de manière interchangeable avec toutes les essences, toutes les huiles, pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est réellement. Parce que quand on dit essence aromatique, généralement, tout de suite, c'est plus rapidement compris. OK. Merci. On a déjà une question, ben pas déjà, encore une autre question de Sonia Brassard. Est-ce que vous faites de la consultation? Et si oui, comment intégrez-vous la phyto avec les huiles essentielles ou essences Oui. aromatiques dans vos conseils? Oui, je fais beaucoup de consultations. Donc maintenant, moi, je suis plus à temps plein depuis 4 ans. Je suis plus du tout en fait avec Michael. J'ai été 10 ans à temps plein. J'ai eu 4 enfants à travers ça. Puis, après ma dernière, ben, je ne suis plus revenue. Donc, j'étais vraiment, juste avant l'accouchement, j'allais encore environ 2 jours semaine faire les formules sur place. Puis après l'accouchement, j'ai pris quelques mois off, ce que je n'avais pas fait pour les autres parce que j'ai amené mes bébés avec moi à partir entre 1 mois et 2 mois. Mes bébés ont travaillé avec moi chez Michael. Donc, je les avais toujours dans le porte-bébé. Puis quand les clients arrivaient acheter des huiles, je donnais le bébé aux clients. J'allais faire la commande, puis je revenais, puis ils me redonnaient le bébé. Donc, mes filles ont toujours pataugé là-dedans. Donc, ça fait longtemps que je fais de la consultation.
Parce que quand j'ai commencé au départ, je vais revenir avec la question de Sonia, quand j'ai commencé au départ chez Michael, je trouvais qu'il me manquait quelque chose. J'avais étudié l'herboristerie, j'étais totalement imprégnée dans le milieu de l'aromathérapie, mais les gens viennent, puis j'ai mal à la tête, quelle huile, prendre de la menthe, puis là, je me dis, tu sais, il boit-tu de l'eau, es-tu fatigué, es-tu stressé, c'est comme de la consultation de point de comptoir, prendre de la menthe, mais sans savoir réellement la cause, puis sans aider à long terme la personne. Donc, c'est là qui m'est venue l'idée. Immédiatement, je suis allée étudier en naturopathie, donc à temps partiel, pendant que je travaillais chez Michael. Donc, j'ai été diplômée en 2004. Et j'ai pratiqué au départ chez Michael en tant que comme en vendant les huiles, en envoyant les bobos de tout le monde, puis en faisant les recommandations jusqu'à temps que j'établisse vraiment une pratique. Puis j'ai mon bureau à Granby, je pratique depuis plusieurs années, depuis probablement une dizaine d'années à temps partiel, puis maintenant à temps plein, donc depuis 4 ans. Donc je ne fais que maintenant que de la consultation et que de l'enseignement. J'intègre au départ, les gens sont surpris, ceux qui viennent pour les huiles sont surpris de repartir des fois avec des teintures mères. Moi, dans mon quotidien, je fais quand même pas mal de production. Donc, j'ai mon jardin, j'ai mes plantes, j'ai mon séchoir, j'ai mon comptoir de cuisine plein pot de teinture mère, que des fois, il faut que je descende à la cave. Donc, toute ma serre partout. Donc, je fais mes propres productions de la majorité des plantes médicinales que j'utilise dans ma pratique clinique. Puis, il y a les huiles essentielles que souvent, il peut y avoir des formulations personnalisées, mais j'ai pas les huiles sur place. Donc, il faut que le client revienne chercher sa formule. Mais des fois, je donne la formule. Je dis, écoute, il faut que tu te fasses ça. Je donne la formule, le client se le fait. Parce qu'il y en a qui viennent... je vois au départ, il vient pourquoi ce client-là, qui l'a référé. Puis quand c'est pour les huiles essentielles, il y en a qui arrivent avec tout leur tas d'huiles essentielles. Je veux que tu me dises qu'est-ce qui est bon sans moi ça. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça. Là, OK, tu as tel problème, c'est celle-là que tu vas prendre, celle-là, on va faire telle formule. Puis il y en a qui ne connaissent pas ça du tout. Puis qui vont plus privilégier l'approche avec les tisanes. Donc, je fais mon séchage de plantes, je fais les macérations. Donc, les gens, je vais avec qu'est-ce qu'ils ont le goût. Est-ce qu'ils ont le goût de boire les plantes? Est-ce qu'ils ont le goût de les prendre en gouttes parce que c'est plus pratique? Puis ça dépend aussi qu'est-ce qu'on recherche comme effet. Ça dépend pourquoi est-ce que la personne vient. Donc, c'est là où je vais juger qu'est-ce qui va être le plus adéquat pour cette personne-là avec son goût, avec ce qu'elle souhaite utiliser comme solution. Donc, pour moi, il y a toujours les deux. Mais des fois, ce que je voulais dire, les gens sont surpris que j'utilise encore beaucoup plus les plantes médicinales, donc les teintures mères et le séchage dans ma pratique clinique. Puis les huiles essentielles sont comme un ajout à ça. Donc, pour ceux qui viennent pour l'aromathérapie, il faut qu'ils me le disent, parce que moi, je sors plein de solutions adaptées à la condition, puis on choisit après qu'est-ce qui est le plus adéquat. Avant de passer à la question de Muriel, j'aimerais savoir comment ça fonctionne au Québec. Tu dis que tu as ton bureau, tu as tes consultations. Sur ton enseigne, c'est quoi que tu as écrit? C'est naturopathe, herboriste, aromathérapeute, légalement, Ouais, comment ça fonctionne? j'ai pas d'enseigne. Je suis, moi et mon conjoint, on est propriétaires. C'est mon conjoint qui l'avait parti avant moi, donc Atmosphère Spa Urbain à Granby. Donc, j'ai mon bureau dans le spa. J'ai mon espace à moi. Tu as Donc, ton j'ai nom pas à toi, d'enseigne, vraiment. j'ai rien. Ah, mais Mais sur ma carte, il faut mettre une enseigne. OK. Mais sur ma Mais les carte, gens vont te voir parce que tu es naturopathe ou parce que tu es ouais, non, les gens viennent me conseillère voir en... parce que je suis naturopathe. Oui, OK. Donc, naturopathe. Puis mes outils, je suis herboriste thérapeute accréditée. Donc, j'ai été accréditée par l'aile professionnelle de la Guilde des herboristes. On est, je pense, même pas une cinquantaine au Québec qui a été accrédité comme herboriste thérapeute accrédité. Puis aromathérapeute. Puis c'est marqué aussi accompagnante à la naissance. OK. C'est parce que Muriel est en Belgique. Peut-être qu'en Europe, ils n'ont pas nécessairement le droit de préparer des synergies pour les gens. Oui, c'est peut-être réservé qu'aux pharmaciens. Donc, Ici, on a le droit. ici, on a le droit. Oui, Tu as donc... le droit parce que tu es dans un ordre de professionnel de naturopathe ou... Non, vous n'avez même pas besoin de diplôme au Québec là, pour faire des préparations. Donc, ça veut dire qu'on a le droit de faire une préparation pour quelqu'un sous une recommandation personnelle et professionnelle. Donc, ensuite, c'est à notre client de juger de notre professionnalité. Par contre, je n'ai pas le droit de faire plein de formules
tout usage, une formule de teinture ménopause, puis de vanter des propriétés médicinales, puis les vendre sans une recommandation personnalisée. Donc, faire des produits tablettes que les gens peuvent venir chercher sans consultation. Ça, c'est interdit. Donc, si on veut mettre un produit sur le marché où on lui dit des propriétés médicinales, il faut passer par Santé Canada puis avoir un numéro de produit naturel, un NPN. Mais quand on parle de préparation magistrale, pour l'instant, et c'est un droit pour lequel la Guilde des herboristes et l'aile professionnelle se tient son bout pour garder ce droit-là pour pouvoir à nos clients faire nos propres préparations en consultation. Demande de José Boilly que je félicite parce qu'elle, elle a terminé son cours. Bravo, José, elle a passé à travers. Elle nous demande que tu nous parles de ce côté-là, de l'accompagnante à la naissance. C'est venu avec tes 4 enfants. C'est quoi ton lien avec la naissance et cet accompagnement-là? Bien, le goût doit être venu avant parce que je me suis inscrite avant d'être enceinte. Okay. Puis après ça, je me suis dit, oh, je suis tellement débordée, à quoi j'ai pensé m'inscrire à un autre cours? Fait que j'ai cancellé. Puis après, j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai rappelé. Donc, j'ai fait les formations de base. Ensuite, j'ai fait le certificat en accompagnement à la naissance qui se fait sur 1 an. Je l'ai fait en fin de grossesse. Puis, j'ai fait un examen avec un bébé de 10 jours. Donc, c'était... ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait... Puis, au cours des 15... Ma plus grande va avoir 16 ans. Donc, au cours des 15 dernières années, je faisais en moyenne entre 10 à 12 accompagnements par année. 1 par mois. Des fois, j'en ai eu 5 par mois, puis après ça, pas pendant un temps. Donc, j'ai fait quand même... J'ai eu le plaisir d'accompagner beaucoup de couples que j'ai vus en rencontre prénatale. Puis la naturopathie, c'est glisser là-dedans, tu sais, de ne pas juste donner des informations sur la grossesse, sur l'accouchement, mais sur la santé de la femme, quel malaise tu as, qu'est-ce que tu peux utiliser. Et finalement, j'en suis venue qu'à accumuler de l'information puis de l'expérience face à l'utilisation des plantes médicinales, des huiles essentielles pour la grossesse, puis en postnatal. Puis c'est pour ça que j'enseigne le cours périnatalité à l'École d'enseignement supérieur de naturopathie du Québec, puis le cours d'aromathérapie aussi. Donc, voilà. Donc, l'accompagnement, c'est glissé là-dedans. Par contre, présentement, avec les consultations, avec les cours, j'ai eu des périodes que les gens attendent 2 mois avant leur rendez-vous. Donc, quand il arrive un accouchement, puis qu'il faut canceller tout le monde, puis que je ne peux pas les revoir avant je ne sais pas comment de semaines, ça devenait une charge pour moi là, de tout le temps partir sur le fly comme ça. Puis quand il y a un cours dans une école qu'on ne peut pas remettre le cours, tu sais, l'agenda est fixé, ça venait stressant quand est-ce qu'elle va accoucher, par exemple, si je dois me déplacer à Québec, comme c'était prévu, Gilbert, là, il y avait une maman qui m'avait demandé pour un accouchement. Puis j'avais dit, ah oui, en avril, j'ai rien. Puis ça, je me disais, ah merde, si je suis à Québec, tu sais. Fait que là, ça vient difficile à gérer dans mon horaire. Je suis très, très chargée. Et José demande quelles sont les conclusions concernant l'aromathérapie en accompagnement à la naissance. Est-ce que tu as été amené à utiliser les huiles essentielles avec ces femmes-là? Ou ces couples-là, ça peut être au niveau émotionnel pour le papa, mais comme la femme, oui? Pour tout, mais pas pour tout le monde. C'est pas parce que les couples me contactent pour un suivi qu'ils voulaient utiliser les huiles essentielles là, pour leur accouchement. Donc, mais certaines femmes et couples avaient beaucoup d'intérêt, certaines en avaient déjà. Donc, des fois, on préparait une trousse pour l'accouchement. Puis moi-même, j'avais toujours ma trousse d'huile essentielle et ma trousse de plantes médicinales pour l'accouchement. Mais au départ, c'est que on part dans l'objectif de ne pas les utiliser. On part dans l'idée que la femme a tout ce qu'elle a besoin pour la venue naturelle de son bébé. Donc, les essences vont être utilisées s'il y a un besoin. Si à un moment donné, elle dit là, j'ai besoin de me centrer, j'ai besoin de telle odeur, je me sens un peu stressée, j'ai beaucoup de douleur, j'ai de la misère à gérer, as-tu quelque chose? Donc, c'est là où j'ouvre ma trousse. Puis, qu'est-ce que tu as le goût de sentir? Qu'est-ce qui te plairait? Des fois, quand l'intérêt a été nommé avant, on a déjà préparé un peu quelques essences en sachant qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Puis avec l'ouverture qu'à l'accouchement, tout peut changer. Hein? On peut aimer une odeur, puis rendu à l'accouchement, non. Donc oui, j'ai utilisé pour pas tous les accouchements, mais certains accouchements, des huiles essentielles pour
réduire les crampes, les crampes musculaires, réduire l'intensité de la contraction, mais beaucoup aussi pour enraciner la mère, redonner de l'énergie, comme l'épinette noire, par exemple, un massage sur le sacrum puis les surrénales dans des périodes où la maman, après des fois une nuit blanche, 2 nuits blanches, elle dit, je suis plus capable, je suis juste trop fatiguée, je ne pourrais pas accoucher. Dans chaque contraction, c'est ça qu'elle ramène. Je sortais l'épinette noire. Puis durant les pauses, par la suite, ben, elle s'en plaignait plus. Donc, elle dormait, elle récupérait entre chaque contraction, mais elle ne se plaignait plus de sa C'est fatigue. plus fort que moi. Je dois poser la question, est-ce que tu as été amené à provoquer un accouchement avec les huiles essentielles? Parce qu'on dit qu'il y a des huiles essentielles abortives. Et est-ce que tu l'aurais fait au besoin? Ben, il y a des femmes chez qui ils ont tardé, que c'est des outils parmi les autres qu'on peut utiliser, mais on aura beau tout utiliser quand le bébé n'est pas prêt, il n'y a rien. Même le Synto, même la médication allopathique ne fonctionne pas chez certaines femmes. Donc oui, j'ai des fois utilisé plus des plantes. Ça peut être juste pour l'enracinement. Par exemple, la pruche ou le nard et pruche, juste si la femme a peur de l'accouchement, être vraiment dans le moment présent, dans la... Tu sais, l'accouchement, c'est la mise au monde. Il faut vraiment être très terre à terre, très incarné. Donc des fois, quand la femme est dans l'abstrait de oui, je vais accoucher, mais tu sais, m'amener, oui, mais là, tu es rendu presque à 42, il faut que tu accouches, là, tu sais. Donc, des fois, c'est plus ça, c'est pas tant des. J'utilise pas les abortives parce que les abortives sont généralement neurotoxiques. Donc, celles qui sont abortives, on peut utiliser les utérotoniques, donc généralement riches en eugénol, donc le clou de girofle. On va avoir aussi le géraniol qui ressort, donc le palmarosa qui est populaire pour les accouchements, puis le sclaréol dans la sauge sclarée. Donc, c'est souvent les essences qui vont revenir pour aider comme utérotonique, mais pas comme abortif. Okay. Comme abortif, ça veut dire qu'il faut créer une forme d'intoxication. Tu sais. OK. C'était maladroit de ma part, mais... Non, pas du tout. Je juste clarifier parce que c'est populaire. C'est pas un domaine que je connais très bien ça m'amène même à demander, accompagnatrice à la naissance, c'est la même chose qu'une sage-femme, comme on disait aux parents? Non, on n'est pas formé médicalement comme une sage-femme qui va être formée à l'Université de Trois-Rivières, qui a un titre, qui a un rôle, une responsabilité à l'accouchement au même titre que du médecin. Nous, on accompagne, donc on peut accompagner le couple durant toute sa grossesse. On développe un lien, on les connaît, on connaît leur peur, leur histoire. On ne les voit pas une fois par mois, 15 minutes pour le médecin, 1 heure pour la sage-femme. Donc, on développe ce lien-là, on les informe, on transmet de l'information personnelle selon leurs besoins, leurs conditions. Puis, on est là à l'accouchement, on est là dès le départ, qui nous appellent puis qui ont besoin de nous à la maison avant de transférer au bon moment à l'hôpital ou à la maison de naissance ou des fois même pour des accouchements à la maison. Donc, puis on est là en postnatal aussi. Josiane demandait si c'était la même chose que la doula en Suisse. Oui, c'est la doula, oui, tout à fait, okay. Oui. Je connais. Il y a eu beaucoup de commentaires là, au sujet de... Je vais en lire quelques-uns. Josiane dit « Il y a un grand conflit d'intérêts concernant les herboristes diplômés puisque les pharmaciens veulent garder le monopole. » La situation en France. Oui, c'est-tu en France, ça, ou c'est au Québec? En France. En France, ouais. Ouais, au Québec, on n'a pas vraiment ce conflit-là. C'est sûr qu'il y a un monopole pharmaceutique. Peut-être que c'est parce que l'herboristerie n'est pas dans les pharmacies ici. À part quelques suppléments d'herbes, des compléments plus commerciaux. Mais le phytothérapeute ou l'herboriste, c'est vraiment séparé au Québec où est-ce que finalement, il a été vers une boutique d'aliments naturels. Donc, c'est là où il y a eu une séparation à un moment donné. Puis le pharmacien n'est pas formé ici pour les plantes médicinales. Donc, on ne sent pas cette peur-là, mais en même temps, chacun son espace. Il y a eu un temps, par exemple, que les pharmaciens voulaient rendre le millepertuis interdit de vente. Il a fallu se mobiliser au Québec. Il a fallu qu'il y ait des gens qui rencontrent
l'aspect politique de ça. Donc, on a signé des pétitions, tu sais. Fait que de temps en temps, ça arrive, tu sais, qu'on sent que, oh my God, il y a quelque chose qui fait trop effet, il faut faire attention. Donc oui, on n'a pas totalement le champ libre quand même, mais moi, je sens pas cette oppression-là. Là. Mais ça Véronique, reste que oui. nos métiers sont toujours surveillés. Oui, Gilbert? Tu parles de Millepertuis. Tu m'as parlé tout à l'heure que tu avais un beau projet aujourd'hui même pour ton Oui! Millepertuis. Ça nous amène à parler de la distillation. Est-ce que c'est la Véronique des plantes ou la Véronique des huiles qui s'est intéressée à la distillation? Ah, c'est la synergie. Donc, c'est sûr que moi, je suis toujours dans le pratique. Tu sais, les gens qui me voient en bureau, là, j'étais en petite robe, là, quand je donne des cours, là, je m'arrange. Là. Mais ici, chez nous, les gens qui débarquent, j'ai un vieux chapeau, j'étais en jean troué, puis je suis à genoux dans mon jardin, puis je suis toujours en train de jardiner, désherber, faire des teintures, récolter. J'ai un sécateur dans la poche en arrière. Moi, je suis une horticultrice, je suis une herboriste, une fille de terrain. Donc, l'alambic a souvent fonctionné chez Michael. Les gens arrivaient, Michael, il distillait. Il y en a qui venaient donner un coup de main. Mais moi, je n'étais pas dehors. J'avais trop de commandes de mélange à faire, d'embouteillage. Donc, je me suis moins intéressée durant toutes ces années-là. J'allais voir, bon, c'est ça que ça a donné. J'embouteillais, je filtrais. Mais j'ai pas tant distillé. Oui, pour les cours, oui, pour voir comment ça fonctionne dehors, mais moi, de A à Z, un petit peu moins durant toutes ces années-là où j'étais avec Michael. Mais là, avec l'écriture du cours de distillation, j'aimerais le bonifier. Je veux aller chercher de l'expérience. Il manque d'informations. Puis c'est toujours dans tout ce qu'on lit en distillation, c'est le secret bien gardé des Oui, c'est distillateurs. très difficile Le d'avoir secret bien gardé, là, on peut-tu m'amener se le dire, le secret, là, tu sais? Fait que, moi, je veux écrire sur le sujet. J'écris depuis toujours. J'ai pas de livre, c'est mon cours, moi, mon livre. Mais là, j'aimerais savoir quelque chose. Donc, je suis en projet, je me dis, moi, je veux expérimenter. Donc, puis moi, je veux faire des affaires qu'on fait pas souvent. Donc, j'ai fait de la livèche samedi, puis je vous dis pas qu'il faisait 40 degrés au Québec, qu'il faisait chaud. Donc, il faisait tellement chaud que comme mon réceptacle est en métal, ben même le soleil, en se déplaçant, il plombait dessus, puis ça allait évaporer mon peu d'huile essentielle que j'avais. Fait que je me suis retrouvée à avoir 1 millilitre. Là. Mais j'ai un hydrolat qui est extraordinaire. Donc, dimanche, j'ai fait la myrrhe odorante, qui est vraiment ma plante favorite. Donc, je l'ai sacrifiée, je l'ai toute coupée pour avoir quelque chose. Pour ça, juste pour la myrrhe odorante, pour ceux qui veulent voir des photos, tu as mis une publication dans le groupe Distillation de Oui, c'est ça. l'aromathérapie au Québec. Je l'ai approuvé Puis tout à l'heure. Donc, on merci. va voir ça. Puis là, aujourd'hui, tu voulais faire du millepertuis. Du millepertuis. Parce que là, dans le fond, à chaque fois qu'on cueille le millepertuis, moi, je fais de l'huile de millepertuis. Donc, on récolte vraiment le bourgeon. Il faut l'avoir en début, avant la floraison, la journée avant qu'il ouvre. Si vous l'écrasez dans vos doigts, vous allez voir la teinte très, très rouge, donc très riche en hypéricine. Si on attend que la fleur s'ouvre, même la journée même, puis on écrase la fleur, c'est brun ou il y a déjà moins d'hypéricine. Donc, le millepertuis est à son plein potentiel juste avant la floraison. Là, il commence à avoir quelques fleurs d'ouvertes. Donc, pour retarder un peu, j'ai cueilli quelques bourgeons parce que je voulais quand même me fabriquer un minimum d'huile de millepertuis pour ma propre utilisation dans ma pratique, pour les formules que je crée pour mes clients. Puis, je vais plutôt faire la teinture mère en deuxième floraison au mois de septembre. Donc là, je vais tailler tout ce que j'ai, puis je dirais sur le groupe combien de kilos j'ai eu. Puis, je veux explorer l'hydrolat. Je sais que c'est pas économique, pas trop écologique. La distillation, ça prend quand même le gaz propane, beaucoup d'eau utilisée pour le refroidissement, le condensateur. Tu le fais pour la science, Véronique. Et oui! Puis, comme Tonia Brassard le dit, tu vas pouvoir écrire un livre où tu partages tous les secrets. C'est ça, mais en fait, je veux partager l'expérience, oui. Non, c'est ça. Donc, tu sais, 10 000 pertuis, tant de grammes, ça a donné combien? Puis, je veux le faire d'autres années. Puis, c'est quoi l'hydrolat? Puis, j'aimerais ça même les faire analyser, tu sais, mais là, après ça, mamie, ça coûte cher, faire analyser tout ça. Donc, je veux explorer. Je veux explorer parce que je trouve qu'il y a une lacune dans ce domaine-là, surtout avec ce qui est moins produit. Puis, tout le monde pouvait avoir son petit alambic puis s'amuser, explorer. Puis je trouve ça dommage de voir des hydrolats qu'on vende des propriétés comme l'hydrolat d'ortie ou de calendule. Puis là,
Là, on voit le fournisseur qui a plein de propriétés, mais c'est des propriétés de la fleur quand on l'infuse comme une tisane ou dans l'huile. Mais ce n'est pas nécessairement les propriétés de l'hydrolat parce qu'on ne retrouve pas les mêmes compositions. Puis jamais on voit la composition. Mais je me dis, comment on peut nommer des propriétés si on... Là, c'est les propriétés phytothérapeutiques qui ne sont pas nécessairement les mêmes que l'hydrolat. Donc, j'aimerais ça faire un peu la lumière. C'est comme mon défi. Là, on le sent, Véronique. J'ai vu certains commentaires puis certaines publications où de ta ligne directrice, tu as une quête de vérité, de savoir, de connaître c'est quoi, pourquoi c'est écrit ça sur le site, puis dans le fond, c'est pas logique. Ou il y avait aussi l'hydrolat de bleuet, puis des trucs comme ça. Oui, c'est ça, les hydrolats de Centauri. Je te souhaite vraiment que tu aies des réponses pour que tu continues à poursuivre ça, cette quête-là, parce que moi, j'ai eu des quêtes de créer des ponts, parfois avec des écoles et tout, puis finalement, ou amener l'Association canadienne à s'intéresser aux professionnels du Québec, puis ça n'a pas marché. Donc, j'ai lâché prise j'ai mis ça de côté, mais des fois, c'est ce qu'il faut faire aussi, mais je te souhaite que ce filon-là qui t'anime, que ça fonctionne, puis que ça amène des résultats. Puis je pense que le groupe de distillation, c'est super important que des gens comme toi puissent partager, comme tu l'as fait hier, dans le groupe tes expérimentations, ouvertement, sans ces secrets, parce que même moi, je ne suis pas toujours à l'aise dans mon groupe de mettre mes distillations, parce que je me dis, peut-être que je n'étais peut-être pas si scientifique que ça dans mon affaire, peut-être que j'aurais dû peser, je ne l'ai pas pesé, mais en même temps, je pense qu'il faut rester ouvert, il faut partager si on veut que ça avance, partager nos expérimentations. Oui, tout à fait. Avec nous, en tout cas, on va tous en profiter. Il y a Sonia Brassard qui a aussi un alambic, je pense qu'elle est 100% d'accord avec toi. Oui, la passion de Véronique est contagieuse, on sent la pédagogie jusqu'au bout des ongles. Ah oui, j'aime beaucoup enseigner. C'est pour ça que je voulais t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça tire déjà... Est-ce qu'il y en a sur la fin? Est-ce qu'il y en a... Pas déjà, mais voyons, ça fait pas juste 15 minutes, là. Il est quelle heure? Non, on va poursuivre encore. Non, c'est ça fait quand même un petit bout. Mais s'il y en a qui veulent prendre la parole, poser des questions. Allez-y, c'est l'occasion. Moi, j'en aurais une question, Véronique. Oui. Comme Gilbert a dit, oui, j'ai un petit alambic d'explorer aussi, puis j'ai commencé juste à l'automne dernier. Je me pose toujours la question quand je commence, combien de temps? Puis, si l'hydrolat est bien au début ou à la fin, si on la conserve. Puis, je vois aussi beaucoup de degrés, ajuster les degrés ou des choses comme ça. Mais c'est surtout, c'est 1 heure, c'est 2 heures, c'est 3 heures. Quand tu vas dégoûter, quand tu arrêtes, j'ai aucune idée quand j'arrête, j'y vais au hasard. Est-ce que tu peux un peu m'aiguiller? J'ai pas tant d'expérience au niveau de la distillation, mais de ce que j'ai vécu avec Michael, dans le fond, dans les cours qu'on offre, c'est qu'on arrête quand ça coule plus, quand il n'y a plus d'huile essentielle. Parce que quand on met notre entonnoir, ça dépend comment est notre alambic, là, mais quand on met notre entonnoir plus profondément dans l'hydrolat, on voit les gouttelettes d'huile essentielle qui remontent sur le dessus. Puis à un moment donné, il n'y en a plus. Chaque plante a vraiment son temps de distillation. J'ai été surprise et je dois élucider ça. Pourquoi mon simple 8 kg de myrrhe odorante a pris autant d'heures à distiller. J'ai fini à 1 heure du matin. J'ai dit, OK, je vais arrêter. Là. Puis j'ai 6 litres d'hydrolat. Pourtant, j'ai une cuve de 20 litres d'eau. Donc, j'aurais pu continuer encore. Là, j'étais trop fatiguée. Fait que, il faut arrêter à un moment donné. Donc, c'est un peu le mystère. Pourquoi ça a été si long que l'eau? Est-ce que ma matière végétale était trop compacte parce que c'est des tiges creuses puis ça s'est écrasé beaucoup, mais pourtant, la livèche aussi, c'est des tiges creuses, peut-être plus rigides. Quand on a des petits peu de branchage comme un conifère, on a beau compacter un petit peu plus. Il y a toujours des branches qui créent un petit peu plus d'aération pour la vapeur. Donc, c'est ça que je veux travailler pour qu'il y ait un peu plus de données sur le sujet. Parce que c'est la question de tout le monde. On distille le commandeur. Mais au départ, c'est jusqu'à temps qu'on ne voit plus d'huile essentielle. Puis, l'important, c'est qu'on ne manque pas d'eau aussi. Donc, des fois, la problématique, c'est qu'on aurait pu extraire encore, mais on est arrivé au bout
de notre quantité d'eau présente dans l'alambic. C'est une possibilité. Pour nous, Au c'est niveau moins... des hydrolats, le problème de l'eau, ça s'applique moins pour nous pour parce qu'on le... est en coabation. Ah, c'est Yeah, ça, ouais, c'est pas moi. compliqué. Mais sinon, au niveau des hydrolats, il y a deux visions. Hein. Il y a la vision où est-ce qu'on conserve seulement les premiers gallons d'hydrolat, donc avec notre ratio de plantes, mettons 1 pour 1 ou 1 pour 2, pour avoir les hydrolats les plus concentrés en molécules aromatiques. Puis, il y a la vision que, en fin de distillation, j'ai toujours d'autres molécules qui s'ajoutent, qui n'étaient pas là au départ dans l'hydrolat. Donc, si je ne prends pas mes derniers litres d'hydrolat, je n'ai pas ces molécules-là. Donc, c'est deux visions-là que j'explore aussi. Donc, il n'y a pas la réponse parfaite. Moi, peut-être certains qui produisent vraiment, vraiment plus de plusieurs années pourraient argumenter, partager sur leur expérience sur le sujet. Mais tu sais, j'ai beaucoup de passion dans plein de domaines. Puis là, présentement, c'est quelque chose que je veux un petit peu plus élucider pour transmettre l'information. Plus que ce que je peux faire présentement. Je peux dire à Sonia... Tu choisis tes plantes. Excuse. Oui, ben, je voulais juste te dire, Sonia, que si jamais tu veux échanger avec moi, on a le même alambic. Moi, j'ai tout mon historique de 2 ans de distillation par rapport aux durées. J'ai fait aussi des tests. Merci. Moi, je suis ouvert à partager ça. Merci. Et Benoît aussi, souvent, il reste disponible là, jusqu'à un certain point là, pour nous aider. Ça bouge chez toi, Sonia, on a tout arrêté de ça. C'est ça. Moi aussi. Mais je ne voulais pas fermer ma caméra. Quand tu fais un test sur une plante, tu vas prendre une plante par hasard, mais une plante qui sent, que tu penses qu'il y a des huiles essentielles à la base. Puis, parce que moi, j'en ai tellement dans mon environnement où je suis. J'ai le goût de tester à peu près toutes les plantes. Fait que c'est-tu les plantes qui ont le plus fort odorat qu'on commence à tester ou ceux qu'on sait qui existent déjà comme la verge d'or, etc.? C'est sûr que pour développer de l'expérience, on peut faire celle qu'on connaît déjà dans le domaine aromatique. C'est sûr que c'est un peu plus fun parce qu'on a de l'huile essentielle. Moi, je veux sortir des sentiers battus, puis je veux faire celle qu'on ne connaît pas beaucoup. Par exemple, mon nouveau projet aussi, après le millepertuis, c'est le mélilo. Parce que dans le mélilo, il y a des coumarines, puis les coumarines sont volatiles. Donc, j'aimerais ça voir, le mélilo étant un fluidifiant sanguin utilisé en herboristerie, j'aimerais ça voir, il n'y aura probablement pas d'huile essentielle, mais qu'est-ce qui va ressortir dans l'hydrolat. Donc, tu sais, pour Chimicaël, comme j'ai assisté, puis chez lui, il faisait énormément de distillation de conifères. Tu sais, j'en ai vu pas mal. Donc, pour le plaisir, si on m'amène des conifères, je vais en faire, mais là, moi, je veux faire des choses un peu hors normes, comme par exemple, dans le champ en arrière, il y a de la centaurée sauvage. Puis en Europe, vous distillez, vous faites l'hydrolat de bleuet, qui est un hydrolat non aromatique, puis que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans finalement, c'est difficile à trouver. Donc, je me dis, ben nous autres, si on a nos centaurées sauvages, est-ce qu'on pourrait distiller ça puis avoir une composition, des propriétés similaires? Donc, il faut commencer peut-être, si vous n'avez pas distillé beaucoup, par des plantes connues pour roder votre alambic puis être bien à l'aise puis être satisfait dans votre production d'essence. Lire avant sur la plante aussi. Puis par la suite, ben là, vous pouvez vous amuser à explorer. T'sais, au pire, ça a coûté un peu de temps, du gaz. Puis on n'a pas grand-chose. Mais tu sais, qu'est-ce qui nous dit que même là, l'hydrolat ne serait pas... n'a pas un minimum de propriétés, là. Véronique, à part le fait de les utiliser dans tes consultations, tes macérations et tout, est-ce que par rapport aux huiles essentielles, tu n'as pas un objectif d'en vendre, vraiment tu fais de la recherche, mais au niveau des hydrolats, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais vendre éventuellement? Oui, j'aimerais ça pour les gens qui veulent le gélivèche myrodorante. Puis, probablement en premier, c'est dans ma pratique à moi en consultation. Au lieu, quand je peux offrir une tisane, une teinture mère, mais si je sens que pour cette personne-là, on a besoin d'un dépuratif hépato-rénal, bien, pourquoi pas l'hydrolat de l'ivèche si la personne, ça lui plaît d'utiliser ça. Je vais aller avec l'outil que la personne, ça lui plaît. Donc oui, comme toutes mes autres production personnelle, c'est généralement pour ma pratique en naturopathie. On est sur la fin, mais on va quand même prendre la question de José. Certaines personnes affirment que si la plante n'est pas aromatique, on ne peut pas obtenir un hydrolat. Quelle est ton opinion sur le sujet? Bien,
J'ai longtemps pensé ça jusqu'à temps que je me questionne sur les hydrolats non aromatiques, comme l'hydrolat de bleuet, donc de Centauri, puis que je vois certaines entreprises vendre des hydrolats de plantes non aromatiques, comme l'ortie, la prêle, et même dans le livre de Michel Faucon, il distingue les deux dans les hydrolats. Puis, il distingue même l'hydrolat d'échinacée. Fait que là, ça m'a allumé quelque chose. Je me suis dit, parce que même dans le livre de Michel Faucon, quand il parle de certains hydrolats non aromatiques, il n'y a pas la composition. Fait que je me suis dit, faut creuser là-dessus. Fait qu'il y a à découvrir. On a un bel été, en tout cas. Tu as toutes les plantes toutes tes plantes sont en forme et c'est quoi les autres projets pour l'été? Ouais. Est-ce que tu as des vacances ou là, tu n'enseignes pas pendant l'été? Ouais. Je termine. J'ai des gens en examen ce matin parce qu'ils font les examens virtuellement maintenant. Fait que j'ai des étudiants en examen hier, aujourd'hui. Donc, à venir, c'est la correction des examens. Okay. Moi, je suis en consultation tout le mois de juillet. Donc, je prends le mois d'août. Puis, j'alterne toujours mes journées de consultation. Est-ce que j'ai des journées ici? J'ai quand même 4 enfants à m'occuper l'été. Donc, entre les collations, le lavage, le ménage, le ramassage, la vaisselle et tout ça, bien, je cueille des plantes pour ma production personnelle. Donc, je suis toujours au jardin en train de cueillir. On dirait que la connexion est moins bonne, hein? Oui, on t'entend bien, mais l'image est un peu saccadée. On n'a pas eu le temps de parler des bourgeons. Ça, c'est plus au printemps. La gémothérapie, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi? Oui. Donc, j'ai été initiée aussi à la gémothérapie en 2004-2005 avec un voyage que j'ai fait avec Mickaël où j'ai rencontré Christian Escriva. Puis, depuis ce temps-là, j'enseigne au mois d'avril la gémothérapie, la médecine des bourgeons, une journée en avril pour que les gens puissent faire eux-mêmes leur macération parce que l'autre problématique dans la médecine des bourgeons, la majorité des livres décrivent les propriétés, mais n'expliquent pas comment faire la macération. Puis je me dis, coudonc, il y a des bourgeons partout, on peut-tu faire nos propres macérations? Puis là, moi, je suis dans l'exploration. Pourquoi c'est toujours les mêmes sortes? Pourquoi on ne peut pas faire d'autres bourgeons? Donc, moi, là, je fais le ginseng sibérien, donc de l'Eleutherocoque. Je fais de la gémothérapie de ça. J'explore la gémothérapie de Schisandra chinensis, qui fait habituellement une baie qu'on utilise en herboristerie pour comme adaptogène et équilibrant hormonal, régénérant hépatique. Donc, j'utilise le bourgeon maintenant. Fait que c'est des produits que je fabrique puis que je vais explorer. Donc, je commence par moi les utiliser, puis ensuite pour ma clientèle. Puis moi, mon objectif, c'est pourquoi on reste tout le temps dans le même moule? Pourquoi c'est toujours les mêmes plantes, livre après livre en gémeaux? Pourquoi personne fait d'autres bourgeons? Donc, c'est ça ma vision. Donc, j'ai écrit un cours qui va être disponible sous peu. Il est en relecture avec l'Herbotex. C'est un cours par correspondance sur la médecine des bourgeons où je fais le parallèle avec les arbres locaux. Pourquoi il faut utiliser les gemmeaux européennes avec le cassis de là-bas, les érables, les bouleaux de là-bas? Pourquoi chez nous, il ne serait pas bon? Je comprends. Écoute, il y avait une question de Sonia pour est-ce qu'on peut avoir la liste de tes cours à l'Herbothèque? En fait, c'est tout ce qui est aromathérapie à l'Herbothèque? Oui. C'est quoi les autres? C'est aromathérapie 1, 2, 3, 4. Si vous allez sur mon site. Oh, on a de la difficulté avec la connexion. Oups. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez, mais là, on a perdu un peu Véronique. En espérant qu'elle revienne pour qu'on puisse au moins la saluer. Sinon, j'ai mis le lien vers l'Académie Jardin de Vie, où est-ce que Véronique donne des cours aussi, là. Et le lien de l'Herbothèque, on l'a mis un peu plus tôt. José l'a mis aussi. C'est dommage que je ne puisse pas la saluer. Donc, Véronique, tu vas falloir que tu écoutes l'enregistrement pour la fin. Je te remercie beaucoup. J'ai l'impression de parler d'une photo. Les autres, vous m'entendez bien? Oui? Oui, très bien. Bon. Je pense même qu'elle est partie, Véronique. Elle est partie. Elle va peut-être revenir. Ah, pas de souci. Moi, c'est plus quand on enregistre, on veut que tout soit comme impeccable. Autrement, c'est pas si grave. C'est des choses qui arrivent. Là. Je pense qu'elle va sûrement essayer de se rebrancher.
Mais entre-temps, Gilbert, Herbothèque et Jardin de vie, c'est que Jardin de vie appartient pas à Véronique? Quelle est Jardin la de vie différence? appartient à Véronique à 100% ou en collaboration avec Michael. OK. L'Herbothèque, c'est autre chose. Hey, je suis revenue. Oui, écoute, moi, je suis en train de te saluer avec une image bloquée. C'est mon iPad qui a chauffé au soleil, je ne savais pas, mais la température, c'était marqué urgence, urgence, l'iPad va brûler. Donc, j'ai mis le lien vers Académie Jardin de vie, puis il y avait le lien vers l'Herbothèque. Je pense que les gens Ouais, ben, s'intéressent aussi à voir, mais je pense qu'on peut te contacter aussi si les gens ont des questions ou ils veulent savoir où prendre les cours avec toi, etc. oui, le programme est sur le site Jardin de vie, mais j'ai pas beaucoup de cours présentement. J'ai préféré attendre un petit peu avec la situation du COVID. On a dû annuler tous les cours depuis le début, sauf le prochain qui va se donner en juillet. Puis j'ai mis un cours d'herboristerie le 3 juillet avec une thématique sur le millepertuis. Donc, c'est une journée de plantes sauvages. Donc, toutes les plantes qu'on va rencontrer sur notre chemin avec transformation de millepertuis. Donc, j'attends un petit peu pour voir comment va se passer l'été pour faire un programme en septembre. Mais quand vous allez sur le lien pour les formations en aromathérapie, les premières formations, c'est les formations de l'Herbothèque. Ça vous mène sur le site de l'Herbothèque. Ça vous donne une idée, même si les dates sont passées, c'est quoi les journées qu'on offre en personne, soit moi seule ou avec Michael. Donc, ou dans l'onglet herboristerie, c'est les journées d'herboristerie, que ce soit fabrication de cosmétiques, gémothérapie, etc. Donc, c'est sûr que si vous vous abonnez à l'infolettre, vous recevez les articles que j'écris dans le magazine Vive, puis aussi, vous allez être tenu au courant des formations à venir. Moi, je ne bombarde pas les gens dans l'infolette. J'en fais 3 ou 4 par année, tout simplement, juste pour dire la saison à venir, c'est quoi les formations. Donc, vous pouvez aussi suivre le Facebook Académie Jardin de vie. Comme là, je le mets sous forme d'événement. Même quand il y a des choses dernière minute que je n'ai pas pu publiciser ou faire une longue infolette, ben, je le mets dans le Facebook de l'Académie Jardin de vie. Véronique, c'est un plaisir d'échanger avec des gens passionnés comme toi. Ça nous donne envie de te connaître encore plus. Et, en tout cas, cette heure-là nous a permis de te connaître plus. Et ça a Merci. été un plaisir pour moi. Il y a beaucoup de commentaires. Merci Véronique. Je pense que les gens ont beaucoup aimé. Donc, bon succès dans tous ces projets-là, tes explorations, les cours et tout. Puis, c'est sûr qu'on te voit dans le groupe Aromathérapie au Québec. Et puis, nous, on a même éventuellement des projets, là, voir ce qu'on pourrait faire avec Zoom et des classes pour les membres du groupe et tout. Oui, tout à fait. D'autres projets? Oui, on prend des vacances et après, on revient en force. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Passe un bel été et puis Merci. on se revoit bientôt. Merci tout le monde. Au revoir. Bye. Merci. Merci.